Edward Montgomery vivait comme un fantôme parmi les couloirs de marbre de son manoir dans la Loire. De l'extérieur, l'immense propriété semblait sortie d'un conte de fées, avec des jardins impeccables et des fontaines jetant de l'eau cristalline. Mais à l'intérieur, chaque recoin résonnait d'un vide que même tout l'or du monde ne pouvait combler. Depuis son enfance, Edward portait les cicatrices de l'abandon. Ses parents, aristocrates français qui ne voyaient en lui qu'un héritier, l'avaient laissé aux soins de tuteur et de gouvernante, jusqu'à disparaître de sa vie. Avec le temps, il construisit un empire financier, mais le désir de former une famille parfaite devint son obsession. Pendant ce temps, Clara vivait à l'extrême opposé de ce monde. Le petit village de Saint-Étienne-des-Bois, en périphérie de Lyon, était marqué par la pauvreté et l'exploitation. À seulement 9 ans, elle avait déjà des yeux qui voyaient au-delà de la misère. Ses parents, Émile et Margot, travaillaient d'arrache-pied dans une usine de tissus soutenue par des contrats oppressants imposés par la corporation d'Edward. La fillette, maigre et maligne, aidait du mieux qu'elle pouvait, rêvant toujours de quelque chose de plus grand. Son sourire timide illuminait même les après-midi les plus gris. Mais en elle grandissait la révolte contre l'injustice. La vie des deux croisa leur chemin par une coïncidence du destin, ou peut-être quelque chose de plus grand. Edward, fatigué des traitements médicaux coûteux qui lui rappelaient constamment son infertilité et frustré par le long processus d'adoption traditionnelle, décida de chercher des alternatives. Il ne voulait pas seulement combler le vide, il voulait du contrôle. C'est lors d'un événement caritatif, à Saint-Étienne-des-Bois, que ses yeux tombèrent sur Clara pour la première fois. Quelque chose en elle l'attira, comme s'il voyait un reflet de lui-même. Clara, cependant, ne savait pas quoi penser. « Pourquoi il me regarde comme ça ?» demanda-t-elle doucement à sa mère, tout en tirant sur la robe simple qu'elle portait. Margot, qui ne voyait en lui qu'un milliardaire, répondit « Peut-être que c'est un bon signe, mon ange. » Mais il y avait plus dans les yeux d'Edward qu'un simple intérêt caritatif. Peu de temps après, Émile et Margot furent appelés pour une conversation privée avec Edward. Il avait une proposition. « Je peux offrir à votre fille tout ce que vous ne pourrez jamais donner. Éducation, santé, un avenir. » Sa voix était ferme, presque froide, tandis qu'il faisait glisser un contrat sur la table en bois usé. Ils hésitèrent, regardant Clara qui jouait dans le coin de la salle. Ils savaient que ce n'était pas une demande, mais un ordre voilé. Clara fut emmenée sans comprendre ce que cela signifiait. Le grand manoir semblait une prison dorée, et Edward, avec sa posture rigide, ressemblait plus à un geôlier qu'à un père. Elle passait les après-midi en silence, regardant par la fenêtre, tandis qu'il s'occupait de ses affaires. Ils ne savaient pas encore que ce n'était que le début d'un voyage qui changerait leur vie à jamais. Edward Montgomery n'avait jamais été du genre à attendre. La vie lui avait appris que la patience était une vertu des faibles, et il n'était pas disposé à en faire partie. Lorsque les meilleurs médecins de France confirmèrent que son infertilité était irréversible, il se lança dans l'adoption avec la même détermination qu'il utilisait dans les affaires. Mais les processus longs et les refus bureaucratiques l'exaspéraient. Comment cela peut-il être si difficile alors qu'il y a tant d'enfants ayant besoin d'un foyer ? Râlait-il entre ses dents à Alice, la gouvernante, qui l'accompagnait depuis des années. C'est Alice qui, une fois, suggéra qu'il explore une approche plus directe. Pourquoi ne pas aller là où ses enfants se trouvent ? Peut-être que quelque chose surgira naturellement, dit-elle, en ramassant un calice vide sur la table. Edward fronça les sourcils, mais l'idée s'installa dans son esprit. Quelques semaines plus tard, il organisa un événement caritatif dans l'un des villages les plus pauvres de la région. Là, il ne cherchait pas seulement à distribuer de l'argent, mais aussi à trouver quelque chose, ou quelqu'un, qui comblerait le vide qui le consumait. Cet après-midi-là, à Saint-Étienne-des-Bois, Clara se distinguait des autres enfants. Ce n'était pas par ses vêtements, usés et raccommodés, mais par l'éclat de ses yeux marrons. Elle regardait les gens avec une maturité qui semblait inconfortable pour son âge. Lorsqu'Edward s'arrêta pour l'observer, Clara lisait un livre usé, assise sur une pierre. Il s'approcha lentement. « Et toi, petite, que lis-tu » Elle leva les yeux, avec un mélange de méfiance et de curiosité. « Victor Hugo. »« Les Misérables », répondit-elle d'un ton qui ne correspondait pas à la simplicité qui l'entourait. Edward fut intrigué. Clara semblait un diamant brut, taillé par les difficultés de la vie.
Il se retrouva à questionner le destin. Pourquoi cette fille était-elle là, se perdant au milieu de la pauvreté? La décision vint plus vite qu'il ne l'attendait. Il chercha ses parents cette même nuit. La conversation ne fut pas longue, c'était un homme qui savait négocier, et l'argent semblait parler plus fort que toute résistance. Les parents de Clara signèrent de l'accord, mais elle était loin d'accepter cela. « Je n'ai rien demandé », s'exclama-t-elle en larmes en étant emmenée dans la voiture noire qui l'éloignerait de sa maison. Edward regardait par la fenêtre, évitant de croiser le regard accusateur de la fille. « C'est pour ton bien, Clara. Tu comprendras avec le temps. » La réponse était froide, comme lui, mais portait une conviction qu'il ne savait même pas s'il était vrai. Dans le manoir, l'adaptation fut lente et pleine de silence. Clara errait dans les couloirs énormes, se sentant petite et déplacée. Les dîners, où elle et Edward s'asseyaient aux extrémités opposées d'une longue table, étaient remplis de mots lâchés et brefs. « Tu n'aimes pas la nourriture ?» demanda-t-il une fois seulement pour entendre « J'aime mieux la nourriture de ma mère ». La réponse le toucha comme une lame, mais il ne laissa rien paraître. La barrière entre eux était presque palpable. Edward voyait Clara comme un projet, quelque chose qu'il pourrait modeler à sa manière. Déjà, Clara le voyait comme un intrus, quelqu'un qui avait arraché ses racines pour la mettre dans une cage dorée. Mais ce que ni l'un ni l'autre n'imaginaient, c'était que le passé, comme une ombre, était sur le point de jeter de nouvelles lumières sur leur choix. Les jours dans le manoir étaient longs et dépourvus de tout lien que Clara pourrait appeler « famille ». Le silence n'était interrompu que par l'écho des pas de la fille dans les couloirs froids et par la voix calme mais distante d'Alice, la gouvernante. Edward, pour sa part, se jetait dans ses engagements professionnels, laissant Clara livrée à des cours particuliers et à des activités planifiées par des tuteurs engagés. Pour lui, tout faisait partie d'un plan plus grand. Elle va s'adapter. Ce n'est qu'une question de temps, disait-il pour lui-même, tout en signant des documents dans son bureau. Clara, cependant, ne voyait aucun sens dans ce nouveau monde. À chaque repas luxueux et chaque robe de soie qui lui était offerte, elle avait l'impression d'être étouffée. « Tu peux avoir tout ce que tu veux, Clara », commenta un jour Edward, la voyant regarder l'étagère de jouets chers qu'il avait commandée. Mais sa réponse fut directe, presque tranchante. « Je veux juste rentrer à la maison. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Edward, perturbant sa croyance que l'argent pouvait tout réparer. Les conflits entre eux étaient discrets, mais constants. Clara refusait de l'appeler père, ce que Edward faisait semblant d'ignorer, mais il le sentait comme un couteau dans son âme. « Tu dois comprendre, Clara, que c'est ta maison maintenant. Ton village n'avait rien à t'offrir, » argumenta-t-il sur un ton presque professoral lors de l'une des rares conversations qu'ils eurent. Clara, les bras croisés, rétorqua « Mon village avait quelque chose que tu n'auras jamais, des gens qui se soucient vraiment. » Malgré sa résistance, Clara était une enfant observatrice. Elle commença à remarquer qu'Edward ne savait pas gérer la proximité émotionnelle. Lorsqu'il essayait de faire quelque chose de gentil, comme lui offrir un piano ou l'emmener à des cours d'équitation, il le faisait avec une formalité presque inconfortable. « Tu penses pouvoir tout acheter, n'est-ce pas ?» dit-elle un jour, en refusant un bijou qu'il lui offrit. Edward, ne sachant pas quoi répondre, ne fit qu'émettre un lourd soupir. Alice, qui assistait de près à tout, essayait d'apaiser la tension. « Mademoiselle Clara, Monsieur Edward a une manière particulière, mais il veut ton bien, » dit-elle une fois, en arrangeant les cheveux de la fille pour un dîner. Clara n'y croyait pas. « S'il veut mon bien, pourquoi il a détruit tout ce que j'avais ?» La gouvernante hésita mais ne répondit pas. Il y avait un poids dans le passé d'Edward que Clara ne connaissait pas encore, mais qui commençait à influencer directement leur relation. Alors que Clara résistait à toute tentative de connexion, Edward commençait à réaliser que son obsession de créer la famille parfaite ne fonctionnait pas comme prévu. Il voyait la fille non pas comme une enfant, mais comme une pièce de sa collection de conquêtes. Cependant, la force de Clara ajoutée à la froideur d'Edward créait un terrain instable, prêt à s'effondrer sous le poids des secrets que chacun portait. Clara n'avait jamais été du genre à accepter les choses sans questionner. Bien que sa nouvelle vie lui offrait un confort matériel, quelque chose la troublait profondément. Un jour, en explorant le bureau d'Edward, une salle imposante, avec des étagères remplies de livres qu'elle doutait qu'il ait déjà lus, Clara trouva une enveloppe scellée sur la table. Curieuse, mais avec un nœud à l'estomac, elle ouvrit la correspondance. À l'intérieur,
Il y avait des documents détaillant les contrats de l'usine de son village, signés par le propre Edward. Elle ne comprenait pas tout, mais quelques mots comme bénéfice net et réduction des salaires lui donnèrent une idée perturbante. Cette découverte transforma l'inquiétude de Clara en une méfiance totale. Elle commença à observer Edward d'un autre œil, essayant de trouver en lui quelque chose qui révélerait ses intentions. Chaque jour, plus de questions surgissaient. Savait-il ce qu'il faisait à son village? Ou était-il simplement une autre victime de sa propre avidité? Clara décida qu'elle avait besoin de réponses, mais elle savait que le confronter directement pourrait avoir des conséquences. « Que penses-tu qu'il cache ?» demanda-t-elle doucement à Alice, qui ne fit que soupirer et détourner le regard. Pendant ce temps, du côté d'Edward, les choses n'allaient pas mieux. L'adoption de Clara avait attiré l'attention des médias, et certains gros titres commençaient à remettre en question la légitimité de la décision. « Philanthrope ou opportuniste ?» disait un article publié dans un grand journal parisien. Edward était sous attaque, et la pression le rendait encore plus replié sur lui-même. « Ils ne savent rien de ma vie !» s'exclama-t-il une fois, en lisant un autre gros titre négatif. Mais au fond, il savait qu'une partie de cela était vrai. Le conflit interne d'Edward s'aggrava lorsque son ex-femme, Camille, apparut de manière inattendue dans son manoir. « Adopter un enfant? Vraiment? C'est tellement prévisible venant de toi, dit-elle, avec un sourire acide. Edward tenta de la repousser, mais Camille était persistante. « Tu penses pouvoir combler le vide de ton passé en achetant quelqu'un? Ce n'est pas un investissement, Edward. » Ces mots le touchèrent comme une lame, mais il ne laissa rien paraître. Clara, pour sa part, sentait la tension augmenter chaque jour. La relation avec Edward, déjà fragile, commença à se détériorer encore plus. Elle le confronta lors d'un dîner où il tenta d'insister pour qu'elle choisisse une école d'élite. « Tu veux que je devienne une de vous ?» demanda-t-elle les yeux brillants de colère. Edward, perplexe, répondit « Je veux le meilleur pour toi. » Mais Clara n'y croyait pas. « Si tu voulais le meilleur pour moi, tu n'aurais pas détruit mon village. » L'accusation, bien que indirecte, fit figer Edward. Il ne savait pas à quel point elle savait déjà. L'abîme entre les deux semblait infranchissable. Clara ne parvenait pas à faire confiance à Edward, et lui, de son côté, ne savait pas comment s'ouvrir. Mais comme tout secret, la vérité avait un moyen de se révéler, et quand elle le ferait, elle laisserait des marques profondes en chacun. Clara se sentait comme si elle montait un puzzle, dont les pièces lui étaient lancées chaque jour. Après la confrontation au dîner, elle décida qu'elle ne pouvait plus ignorer les documents qu'elle avait trouvés dans le bureau d'Edward. Cette nuit-là, dans un silence absolu, elle retourna sur place. La pile de papier semblait s'être multipliée depuis la dernière fois, et au milieu d'eux, elle trouva quelque chose qui fit battre son cœur plus vite, une clause détaillant la réduction systématique des salaires et la coupe des avantages dans l'usine de son village. Là, le nom d'Edward apparaissait en évidence. Le jour suivant, Clara ne put se contenir. Elle attendit qu'Edward termine un appel d'affaires et se rende à la bibliothèque, où elle entra d'un pas déterminé. « Tu savais ça, n'est-ce pas ?» lança-t-elle, jetant les papiers sur la table en acajou. Edward regarda les documents, puis Clara, avec une expression oscillant entre surprise et exaspération. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il, essayant de garder son calme. « Est-ce que ça importe ?» rétorqua Clara, les mains tremblantes. « Tu as ruiné mon village, mes parents, tous ceux que je connais. » Edward se reposa dans sa chaise, ajustant sa cravate comme si cela pouvait alléger la tension. « Clara, tu ne comprends pas comment ces affaires fonctionnent, » commença-t-il, mais la fille l'interrompit. « Je comprends assez pour savoir que les gens souffrent à cause de toi. » Sa voix était chargée de colère et de chagrin. Edward tenta d'argumenter, mais les mots semblaient insuffisants. « Je ai fait ce qui était nécessaire pour maintenir l'entreprise rentable, » confessa-t-il, regardant le sol. Alice, qui avait entendu une partie de la discussion depuis le couloir, entra dans la salle hésitante. « Peut-être est-il temps que vous racontiez toute la vérité, monsieur Montgomery, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. Clara regarda la gouvernante confuse. « La vérité? Quelle vérité ?» Alice prit une profonde inspiration, s'asseyant à côté de la fille. « Edward n'est pas si différent de toi, Clara, » commença-t-elle. « Il a aussi tout perdu quand il était jeune. Ses parents l'ont abandonné sans explication, comme s'il n'était pas important.
Il a passé sa vie à essayer de prouver qu'il pouvait être plus que le vide qu'ils ont laissé. La révélation fit hésiter Clara, mais n'apaisa pas sa fureur. « Et ça justifie ce qu'il a fait ?» demanda-t-elle, toujours fixant Edward avec des yeux embués. Alice secoua la tête. « Non, ma chère, mais peut-être cela l'aide à comprendre pourquoi il agit ainsi. » Edward, pour la première fois depuis des années, se sentit exposé. « J'ai commis des erreurs, dit-il, sur un ton presque inaudible, mais je ne savais pas que cela affectait directement ta famille. » Clara n'était pas prête à lui pardonner. Elle sortit en courant de la bibliothèque, le cœur serré. Edward resta immobile, regardant Alice. « Elle ne me pardonnera jamais, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, plus pour lui-même que pour la gouvernante. Alice répondit simplement « Le pardon n'est pas quelque chose que l'on demande, monsieur. C'est quelque chose que l'on gagne. » Ces mots résonnèrent alors qu'il se demandait s'il restait encore du temps pour réparer les dommages qu'il avait causés. Après la confrontation, Clara resta distante, évitant toute interaction avec Edward. Elle passait des heures dans le jardin ou dans sa chambre, perdue dans ses pensées. Mais Alice, la gouvernante, savait que le silence de la fille était un cri pour des réponses. Un après-midi, elle trouva Clara assise sous un cerisier au fond de la propriété, avec le même livre de Victor Hugo à la main. « Tu te sens trahie, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de la fille. Clara leva les yeux sans répondre. Alice continua, sa voix chargée de calme. « Edward a fait des erreurs, oui, mais savais-tu qu'il a aussi été un enfant abandonné, qu'il a grandi sans personne pour le protéger ?» La confession prit Clara par surprise. Elle savait qu'Edward avait ses douleurs, mais n'avait jamais imaginé quelque chose d'aussi proche des siennes. « Et ça importe ? Il a choisi de nuire aux gens, ça ne change rien, répondit-elle avec froideur, mais il y avait une pointe d'hésitation dans sa voix. « Ça importe plus que tu ne le penses, » dit Alice avec un sourire triste. Elle révéla alors une vérité qu'elle gardait secrète depuis longtemps. « Clara, je ne suis pas seulement la gouvernante de cette maison, je suis ta grand-mère maternelle. » Le choc traversa Clara comme une rafale de vent. « Quoi ?» demanda-t-elle sans y croire. Alice expliqua que, de nombreuses années auparavant, elle avait été séparée de la mère de Clara en raison de problèmes financiers et avait fini par être employée dans le manoir d'Edward. Lorsqu'elle apprit l'adoption, elle reconnut immédiatement Clara mais choisit de rester silencieuse, craignant que la révélation ne complique encore plus la situation. Clara ressentit un mélange de colère et de soulagement. « Tu savais tout et tu ne m'as jamais dit ?» questionna-t-elle, les larmes aux yeux. Alice serra délicatement les mains de sa petite fille. « J'attendais le bon moment. Maintenant, tu dois savoir qu'Edward n'est pas un monstre, Clara. C'est un homme brisé, essayant de réparer quelque chose qu'il ne comprend même pas bien. » Les histoires d'Alice commençaient à former un tableau plus complet dans l'esprit de Clara. Edward était distant et froid, mais peut-être que c'était plus le reflet de sa propre douleur que le choix délibéré. « Il me rappelle ton grand-père, tu sais ?» commenta Alice, avec une lueur nostalgique dans les yeux. Têtu, fier, mais avec un cœur qui n'avait besoin que d'une impulsion pour montrer sa vraie face. Pendant qu'Alice parlait, Clara réalisa que sa grand-mère ne défendait pas seulement Edward. Elle lui montrait que même les personnes qui commettent des erreurs peuvent être capables de changer. Le doute qui persistait chez Clara était maintenant simple, mais lourd. Est-ce qu'Edward était une de ces personnes? La salle de gala de l'hôtel de ville, à Paris, brillait sous la lumière de centaines de candélabres. L'élite française, en tenues impeccables, circulait avec des flûtes de champagne à la main, discutant affaires et charité comme si c'étaient des synonymes. Pour Edward, c'était une autre occasion de renforcer son image publique. La collecte de fonds pour un nouveau projet social était le prétexte parfait pour détourner l'attention des critiques croissantes qui l'affrontaient. Cependant, il ne comptait pas sur l'inattendu. Clara était sur le point de transformer la soirée en champ de bataille. Vêtue d'une simple robe bleue qu'Alice avait choisie pour elle, Clara observait l'agitation de la fête avec des yeux calculateurs. Edward l'avait amenée à l'événement dans l'espoir de la présenter comme sa fille adoptive et de renforcer la narration de sa bienveillance. Cependant, Clara avait d'autres plans. Lorsque le moment du discours d'Edward arriva, elle décida qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. « Bonsoir à tous », commença Edward, d'une voix ferme et polie. Il parlait de l'importance d'investir dans les communautés défavorisées et comment son projet de charité le plus récent reflétait son engagement pour un monde meilleur. Clara
assise au fond, ne put se retenir. Elle se leva et, avant que quelqu'un puisse l'arrêter, cria « Engagement ? Tu as détruit le village d'où je viens. Quel genre d'engagement est-ce » La salle plongea dans un silence glacial. Tous les regards se tournèrent vers la jeune fille qui marchait maintenant vers la scène, le visage rouge de colère. Edward resta paralysé, ne sachant pas comment réagir. « Dis-leur, Edward », continua Clara, sa voix résonnant dans la salle. « Raconte à tout le monde comment tu es devenu milliardaire aux dépens de familles comme la mienne. Ou vas-tu continuer à faire semblant d'être le héros que tu n'as jamais été ?» Les murmures commencèrent à se propager parmi les invités comme une vague incontrôlable. Edward tenta de reprendre le contrôle. « Clara, ce n'est ni le moment ni l'endroit, » dit-il, la voix vacillante. Mais Clara ne recula pas. Et quand est-ce le bon moment pour dire la vérité? Quand personne ne regarde? Alice, qui était à côté de la scène, observait la scène le cœur serré. Elle savait qu'Edward devait affronter cela, mais l'intensité de la confrontation était plus grande que quiconque ne l'avait prévu. Lorsqu'Edward parla enfin, sa voix était rauque, mais chargée d'émotion. « Tu as raison, Clara. J'ai commis des erreurs terribles. Je pensais faire ce qu'il fallait pour survivre, mais tout ce que j'ai fait, c'est causer de la souffrance. » Le silence reprit le contrôle de la salle, mais cette fois, il était rempli d'un poids émotionnel presque palpable. Edward regarda Clara, ses yeux laissant enfin transparaître autre chose que de la fierté, du regret. « Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, » continua-t-il, parlant maintenant non seulement à elle, mais à tous les présents. « Mais je peux essayer de corriger les erreurs, et c'est ce que je vais faire, peu importe le coût. » Clara resta immobile, les yeux fixés sur Edward. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, comme s'il voyait enfin l'humanité derrière la façade de l'homme qu'elle détestait tant. Elle ne dit rien, mais l'intensité de son regard disait tout. Il devrait prouver chaque mot qu'il venait de dire. Après le dîner caritatif tumultueux, le monde d'Edward Montgomery semblait être en ruine. Les médias étaient en furie, et les gros titres diffusaient la confession publique de ses échecs comme une tache sur sa réputation. Clara, quant à elle, observait tout de près, attendant de voir si Edward était vraiment capable de changer, ou si ses paroles n'étaient qu'une autre de ses stratégies calculées. Enfermé dans son bureau pendant des heures, Edward analysait des documents, mais pas du type habituel. C'étaient des propositions pour restituer une partie de sa fortune au village de Saint-Étienne-des-Bois et créer un fonds de réparation. Alice entra dans la pièce avec un plateau de thé, interrompant ses pensées. « Ça ne va pas être facile, monsieur », commenta-t-elle, posant le plateau sur la table. Edward passa une main dans ses cheveux. « Rien qui vaille la peine n'est facile, Alice, mais pour la première fois, je sens que je fais quelque chose de bien. » Le matin suivant, Edward réunit Clara et Alice dans le salon principal de la demeure. Ils semblaient différents, moins formels, plus humains. « Clara, » commença-t-il, s'agenouillant pour être à sa hauteur, « je veux te montrer quelque chose. » Il ouvrit une grande carte du village et commença à pointer les plans. « Je vais donner la moitié de ma fortune pour reconstruire Saint-Étienne-des-Bois. Ce ne sera pas seulement un geste, ce sera un engagement à long terme. Des écoles, des hôpitaux, des emplois. Je veux que tu vois cela se réaliser. » Clara le regarda avec scepticisme, mais aussi avec une pointe d'espoir. « Et pourquoi devrais-je te croire cette fois ?» demanda-t-elle, les bras croisés. Edward prit une profonde inspiration. « Parce que tu m'as appris quelque chose que je n'ai jamais compris. Les gens ne sont pas des chiffres. Chaque choix que j'ai fait, chaque contrat que j'ai signé, a eu un impact sur des vies comme la tienne. Et il est temps de corriger cela. » La décision ne fut pas bien accueillie par tous. Avocats et conseillers financiers tentèrent de le dissuader, arguant que l'impact serait irréparable pour son empire. Mais Edward ne céda pas. « Mon empire ne vaut rien s'il a été construit sur la souffrance », déclara-t-il lors d'une réunion tendue. Il savait qu'il risquait tout, sa fortune, sa position, sa réputation. Mais pour la première fois, il sentait qu'il était sur la bonne voie. Clara, encore méfiante, accompagna Edward dans sa première visite officielle au village. Les réactions furent diverses. Certains le regardaient avec méfiance, tandis que d'autres semblaient disposés à donner une chance au changement. Pour Clara, c'était un moment doux amer. Marchant dans les rues où elle avait grandi, elle vit des maisons en ruine et des enfants courant pieds nus, souvenir d'un passé encore très présent. Mais en même temps,
Elle vit quelque chose de différent dans le regard d'Edward, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une détermination genuine. En rentrant à la demeure, Clara brisa enfin le silence. « Si tu fais ça, vraiment le fais, peut-être que je commencerai à te croire. » Edward acquiesça, les yeux toujours sur la route. « Je ne veux pas seulement que tu me croies, Clara. Je veux qu'un jour tu sois fière de moi. » Cette phrase, simple et pleine de sens, ouvrit une nouvelle possibilité dans le cœur de la jeune fille. Peut-être qu'Edward changeait vraiment. Edward Montgomery, autrefois entouré de luxes inutiles, prit une décision drastique. Il vendit son immense manoir dans la Loire. « Ce n'a jamais été un vrai foyer », dit Alice, en regardant une dernière fois les jardins bien entretenus. Il acheta une maison plus petite, plus proche de Saint-Étienne-des-Bois, où il pourrait suivre de près le projet de reconstruction du village. « Si je vais changer, je veux être au cœur du changement », déclara Clara qui, même réticente, commençait à voir la sincérité dans ses actions. Les premiers mois furent difficiles. Edward affrontait la méfiance à chaque coin de rue du village. « Il va abandonner dès que les médias cesseront de prêter attention », murmuraient certains habitants. Mais Edward ne se laissa pas abattre. Il visitait les chantiers de construction quotidiennement, écoutant les demandes de la population et faisant des ajustements lorsque nécessaire. Clara, observant de près, commença à participer aux réunions, suggérant des idées avec la conviction de celle qui connaissait le village mieux que quiconque. Un jour, alors qu'il visitait le site où serait construite une nouvelle école, Clara vit quelque chose qui lui apporta un mélange de tristesse et d'espoir. Des enfants jouant pieds nus, tout comme elle le faisait autrefois. « Nous devons faire plus que des bâtiments, Edward, » dit-elle, tirant sur la manche de sa chemise. « Nous devons leur donner ce que nous n'avons jamais eu, de vraies opportunités. » Edward s'arrêta, réfléchissant. « Tu as raison, » répondit-il, sans hésiter. « Et je veux que tu m'aides à faire cela. » Alice joua également un rôle crucial. En tant que grand-mère de Clara et quelqu'un qui connaissait à la fois le village et Edward, elle devint un lien entre eux. Toujours avec un sourire encourageant, elle leur rappelait que les changements réels prennent du temps. « Vous deux apprenez à construire quelque chose de nouveau, » disait-elle, tout en servant du thé après des journées épuisantes. « Ce n'est pas seulement une question de village, c'est une question de vous devenir une vraie famille. » Peu à peu, les actions d'Edward commencèrent à porter leurs fruits. La nouvelle école était presque prête et l'hôpital du village avait déjà reçu les premiers équipements modernes. Clara, qui auparavant portait un regard méfiant, commençait maintenant à s'impliquer avec enthousiasme. Un jour, en se promenant dans le village, elle vit une plaque en construction portant les mots « Fondation Clara Montgomery ». Elle s'arrêta, surprise. « Tu as fait ça pour moi ?» demanda-t-elle à Edward, qui était à côté. « Je l'ai fait pour nous », répondit-il. « Je veux que tu saches que tu auras toujours une place ici. » Le lien entre les deux était loin d'être parfait, mais quelque chose de genuine commençait à fleurir. Pour la première fois, Edward ne tentait pas seulement de combler un vide, il créait quelque chose de réel. Et Clara, encore prudente, se permettait de croire peu à peu qu'Edward pouvait être plus qu'un homme essayant de se racheter. Edward n'avait jamais imaginé que remplacer les colonnes de marbre de son manoir par des murs simples pourrait lui apporter autant de paix. La nouvelle maison, modeste mais accueillante, était le reflet de sa transformation. Clara, qui initialement méprisait toute tentative de rapprochement, circulait maintenant avec plus de liberté, aidant à planifier le prochain grand projet, la construction d'un orphelinat. « Un endroit où personne n'aura à passer par ce que nous avons vécu », dit-elle un jour, tout en dessinant des croquis dans un carnet. Les jours étaient remplis de travail, et pour la première fois, de complicité. Clara et Edward visitaient fréquemment le village, écoutant les histoires des habitants, comprenant leurs besoins et suivant de près les projets. Lors d'une de ces visites, ils rencontrèrent Témile et Margot, les parents de Clara, qui avaient été relogés dans une nouvelle maison et travaillaient maintenant dans de meilleures conditions. La rencontre fut brève, mais émotive. « Tu as tellement grandi, mon ange », dit Margot, serrant les mains de Clara. Edward resta silencieux, observant de loin, mais Clara le tira par le bras, le présentant. « Voici Edward, mon père », dit-elle avec hésitation, mais aussi avec une dose d'acceptation. La construction de l'orphelinat devint un symbole de renaissance, non seulement pour le village, mais aussi pour Clara et Edward. Ils tenaient à être présents à chaque détail, de la conception au choix du nom.
Ce fut Clara qui suggéra que l'orphelinat s'appelle la Maison de l'Espoir. « C'est ce que tu essaies de faire, n'est-ce pas? Donner de l'espoir » demanda-t-elle, regardant Edward avec un mélange de curiosité et de respect. Il se contenta de sourire, trop ému pour répondre. Alice, qui observait tout comme une gardienne silencieuse, remarquait les changements dans le comportement des deux. Clara commençait à faire véritablement confiance à Edward, et lui, de son côté, montrait plus de vulnérabilité qu'il ne l'avait jamais permis. Un jour, Alice trouva Edward dans le bureau tenant une photographie de Clara avec un sourire radieux. « Elle commence à croire en toi, monsieur, » dit-elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Ne gâche pas cela. » Lorsque l'orphelinat fut enfin prêt, l'événement d'inauguration rassembla des gens de toutes les régions avoisinantes. Clara, aux côtés d'Edward, planta le premier arbre dans le jardin, comme symbole de croissance et de racines renouvelées. « Je pense que nous avons fait quelque chose de bien ici, » dit-elle, regardant la plaque qui affichait le nom de l'orphelinat. Edward, les yeux embués, répondit « Et ce n'est que le début. » Le sourire de Clara était la preuve que les blessures du passé commençaient à cicatriser. L'orphelinat était plus qu'un bâtiment. C'était un nouveau chapitre, une promesse que tous deux pouvaient surmonter les fantômes qu'ils portaient et trouver, ensemble, un véritable but. Le jour de l'inauguration de l'orphelinat se leva avec un ciel bleu et une légère brise, comme si même le climat conspirait pour que tout soit parfait. Clara, maintenant âgée de 10 ans, semblait plus mature que jamais, mais portait une légèreté dans son regard qu'Edward n'avait jamais vue auparavant. Elle tenait une petite pelle dans ses mains, prête à planter le premier arbre dans le jardin, tandis que des dizaines d'enfants, de villageois et d'invités attendaient avec impatience le moment symbolique. Edward était à ses côtés, vêtu d'un costume simple, mais avec une posture qui irradiait d'humilité et de fierté. « Tu es prête ?» demanda-t-il, avec un sourire qui semblait plus naturel que n'importe lequel que Clara ait déjà vu sur lui. Elle acquiesça et ensemble, ils creusèrent la terre pour déposer le jeune plant. Une fois terminé, Clara le regarda et dit « Je pense que nous avons trouvé ce que tu cherchais, n'est-ce pas ?» Edward la serra fort dans ses bras, ému. « Oui, Clara, j'ai enfin trouvé. » Les enfants de l'orphelinat couraient autour, riant et jouant, tandis que les villageois observaient avec des visages empreints d'espoir. Il était difficile de croire que l'homme qui un jour représentait la ruine du village était maintenant vu comme quelqu'un qui faisait partie de sa reconstruction. Mais là, se tenait Edward, se mêlant à la foule, sans l'armure d'arrogance qui le définissait autrefois. Alice, émue, s'approcha avec les yeux remplis de larmes. « Tu as réussi, monsieur, » dit-elle, sur un ton qui portait des années d'attente. Edward la corrigea doucement. « Non, Alice, nous avons réussi. » Il savait que chaque pas de son parcours jusqu'ici avait été partagé avec Clara et Alice, ses véritables ancres. Plus tard, alors que tout le monde se dispersait, Clara trouva un moment pour réfléchir. Elle s'assit sur la balançoire nouvellement installée dans le jardin, observant le mouvement autour d'elle. Edward s'approcha, s'asseyant à côté d'elle. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il, comme si sa vie dépendait de cette réponse. Clara réfléchit un instant avant de répondre. « Oui, mais plus que ça, je suis fière. » Les paroles de Clara étaient tout ce qu'Edward avait besoin d'entendre. Il savait que le chemin vers la rédemption était long, mais à ce moment-là, il sentit qu'il avait fait un grand pas. Au loin, l'orphelinat brillait sous la lumière du crépuscule, comme une promesse que l'avenir pouvait en effet être meilleur. Ainsi, au milieu des arbres nouvellement plantés et des sourires des enfants qui avaient tout maintenant un endroit sûr à appeler chez eux, Edward et Clara trouvèrent enfin ce qu'ils cherchaient, la rédemption et le sentiment d'appartenance. Les racines du vide n'est pas seulement une histoire sur les erreurs et les réparations, mais une invitation à réfléchir sur la manière dont nos choix façonnent non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Maintenant, c'est à votre tour de faire partie de ce voyage. Qu'auriez-vous fait à la place d'Edward ou de Clara? Quelle décision pourrait changer le cours de cette histoire? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez ce qui vous a le plus ému. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous continuerez à suivre des histoires transformantes comme celle-ci.